On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Alors, Luc, Maximile vient de m'envoyer ce texte-là. Joe Biden, qui est publié à TVA Nouvelle, Joe Biden ne sait pas si la prochaine élection présidentielle se déroulera dans une atmosphère pacifique. Écoute, il y a dans cette déclaration-là une part, je pense, de réalisme. C'est-à-dire que après ce qu'on a vécu dans les derniers mois, cet été, après ce qu'on a vécu le 6 janvier 2021, toutes les mesures qui sont mises en place, et l'article y réfère, toutes les mesures qui sont mises en place près des bureaux de scrutin, dans les États pivots, puis dans les circonscriptions les plus serrées des États pivots. J'avais déjà partagé avec toi qu'il y a, par exemple, en Arizona, on n'aura pas de bureau de scrutin cette année dans les écoles au cas où ça dégénère. Donc, c'est à ce point-là. Donc, il y a une part de réalisme. Je pense que les faits jouent en faveur de Joe Biden, mais soyons honnêtes, il y a aussi une part de récupération politique parce que ce qu'il fait dans ce temps-là, c'est de rappeler aux électeurs comment se comportent certains partisans de Donald Trump. Ce qui le met, c'est qu'on a quand même attenté à la vie de Donald Trump 2 fois dans les derniers mois. Donc ça, il l'a pas mentionné, mais c'est vrai qu'il y a eu des manifestations violentes à plusieurs endroits. Puis bien sûr, il y a ce fameux 6 janvier 2021 dont on se rappelait hier, entre autres, parce que le même président Trump est accusé par un procureur spécial dans une cause qui, bien sûr, ne va se dérouler qu'après l'élection, mais dont on connaît maintenant la teneur des accusations. Écoute, Netanyahou, il y a des gens qui croient qu'il veut nuire à Joe Biden. Je ne sais pas à quel point tout ça peut être vrai. Ce que je peux t'assurer, c'est que Benjamin Netanyahou est un fin connaisseur du système politique américain. Il en a déjà joué. Il est bien conscient de ce qui est en jeu aux États-Unis, de la position très difficile dans laquelle se retrouvent les démocrates, et il a tout intérêt, lui, de son côté. Si on ne pense qu'à ses intérêts, si on ne pense qu'à Israël, mais à un cabinet qui est particulièrement radical et un premier ministre qui leur livre la marchandise, c'est certain qu'il va exploiter tout ce qui peut être en sa faveur. Et il sait que ces jours-ci, peu importe ce qu'il fomente, peu importe ce qu'il prépare, ça va être particulièrement difficile pour Joe Biden et Kamala Harris de ne pas l'appuyer. C'est plus facile quand on parle de l'Iran, soyons honnêtes, comme cible, mais ça demeure un boulet. Aujourd'hui, Kamala Harris était en visite dans le Michigan. Et au Michigan, ceux qu'elle ciblait, ceux qu'elle souhaitait rencontrer puis avec qui elle s'est entretenue, c'est les représentants des communautés arabes et musulmanes. Ces gens-là ont voté, ça a été très important en 2020. Le Michigan, Joe Biden l'a récupéré après qu'on ait voté pour Donald Trump en 2016. On a récupéré cet État-là, mais ça se joue par une poignée d'électeurs. Et ce qu'on craint du côté du duo Biden-Harris, lui comme président, elle comme candidate à la présidence, c'est que, considérant le comportement d'Israël depuis l'attaque dont on s'apprête malheureusement à commémorer le premier anniversaire ou à souligner le premier anniversaire, on craint que, justement, ces populations arabes et musulmanes décident de s'abstenir. On pense pas qu'on va voter Donald Trump. Ce serait tout à fait illogique parce que l'équipe républicaine et Donald Trump est 100% derrière Israël. Bien entendu, Donald Trump y est même allé d'une déclaration disant qu'il serait prêt à faire sauter l'Iran au besoin, si, bien sûr, on justifiait ce type d'attaque-là. Donc, on craint pas que ces gens-là votent pour Donald Trump ou qu'ils votent républicain. Ce qu'on craint, c'est qu'ils restent chez eux. Et on n'a qu'à jaser ou à discuter un peu ou à lire le livre d'Hillary Clinton pour savoir ce que ça donne des gens du Michigan, du Wisconsin ou de la Pennsylvanie qui restent chez eux plutôt que d'aller voter. Non, écoute, puis on dirait que Netanyahou, il n'en fait qu'à sa tête, écoute pas vraiment beaucoup les Américains. Hein. Non, écoute, c'est le cas depuis le début, mais encore plus en campagne électorale. C'est un des sujets sensibles. C'est peut-être pas une question de l'urne dans l'ensemble du pays, mais quand on pense au Michigan et à certains États pivots, ça peut être déterminant. Donc, il y a 6 ou 7 États où ça se joue. Les autres, on y portera très, très peu attention le 5 novembre, sinon parfois pour des courses là, au Sénat ou à la Chambre des représentants. Mais pour ce qui est d'élections présidentielles, Netanyahou sait très, très, très bien que la marge de manœuvre de Kamala Harris est réduite.
Et d'ailleurs, une des choses qu'on reproche à Kamala Harris, mais stratégiquement, c'est difficile de dire autre chose, c'est qu'on lui reproche parfois son manque de profondeur sur cette question-là. Elle doit parler des deux côtés de la bouche en même temps. Elle doit appuyer Israël puis dire à quel point Israël est un allié historique important. De l'autre, on lui parle beaucoup des civils, puis avec raison, des civils palestiniens ou de l'agressivité dont on n'est pas toujours capable de justifier l'intensité du côté de l'armée israélienne. Donc, Mme Harris, jusqu'où peut-elle aller en condamnant Israël alors qu'elle doit rappeler à quel point on a besoin d'Israël et qu'Israël a le droit de se défendre? C'est insuffisant pour bien des électeurs, puis c'est les électeurs qui votent démocrate habituellement. Donc, on gagne certains nouveaux segments de l'élection, de l'électorat. Il y a eu une belle progression pour les démocrates. C'est ce qui explique le très léger avantage démocrate. Mais si en même temps, dans les votes qu'on pensait être acquis, ces gens-là restent à la maison, ben là, c'est un calcul nul. On n'est pas plus avancé qu'avant la progression démocrate. Luc, je vais aller voir un film, je crois que ça prend l'affiche ce week-end ou peut-être le week-end prochain qui s'intitule Saturday Night et c'est sur la création de Saturday Night Live et surtout tout ce qui se passait en coulisses lors du premier épisode qui a été diffusé en direct le 11 octobre 1975. J'ai vu la bande-annonce, c'est hallucinant, là. Les comédiens, là, ils ressemblent à John Belushi, Chevy Chase, Gilda Radner, tous ceux qu'on aimait. Est-ce que tu es un fan de SNL? Moi, je me souviens de Chevy Chase qui imitait Gerald Ford, qui était toujours en train de trébucher. David Spade qui imitait George Bush, c'était tellement drôle. Aussi, un sketch hallucinant. John Belushi et Dan Aykroyd qui faisaient Kissinger et Richard Nixon à genoux en train de crier dans la Maison-Blanche. Est-ce que tu es un fan de SNL? Selon les générations de comédiens qui sont passés, disons que mon intérêt a fluctué. J'aime bien, par exemple, le duo qui actuellement anime ce qu'on appelle Weekend Update. Donc, il y a Colin Jost qui est blanc, puis donc on a un blanc et un noir, et parfois, ils font dans le très politiquement incorrect. J'aime bien ce qu'ils appellent le joke swap, c'est que les deux, Shea et Jost, s'échangent, ils écrivent des blagues pour l'autre et l'autre est obligé de lire la blague, peu importe ce qu'il y a d'écrit dessus. Et Colin Jost, qui est blanc, finit toujours par passer pour le raciste fini, mais en même temps, ça permet de passer un humour que bien des humoristes évitent de toucher présentement. Et ils font ça à quelques reprises durant l'année. Souvent, c'est pour la dernière de l'année. Mais donc, oui, je suis un fan des SNL, mais en même temps, c'est ça. J'ai eu des moments plus glorieux, des moments où je ne ratais aucun épisode. Il y a des moments où j'ai un peu décroché, mais j'ai hâte que tu nous en parles. Je manque de temps ce week-end, mais j'ai hâte de t'entendre quand tu vas avoir vu ça. C'est parce que c'est une émission qui a eu vraiment un impact dans la vie politique américaine, en fait. Ah, tout à fait. Il y a des gens qui, même si c'est une émission humoristique, il y a des gens qui sont des fans de politique qui presque s'informaient en regardant SNL. Voilà, on a beaucoup parlé tous les deux de Bill Maher ou de Jon Stewart, mais on oubliait de mentionner, quand on discute de ça, de l'influence que peut avoir SNL. Et regarde Maya Rudolph, qui actuellement incarne Kamala Harris. C'est impressionnant. Le nom m'échappe, là, j'essaie d'y penser rapidement, mais celui qui interprète Joe Biden, ça a été brillant comme imitation de Joe Biden, autant dans la gestuelle puis dans la raideur des mouvements de Joe Biden que dans les mots-clés qu'il n'arrête pas de répéter quand il est dans l'embarras. Là. Quand il perd un peu la carte ou qu'il perd le fil de ses idées, il va toujours vers un « anyway ». Donc, et écoute, il avait tous les tics langagiers, puis en même temps, la démarche physique de Joe Biden, c'est un petit bijou. Et elle aussi, Kamala Harris, quand elle fait ce qu'on appelle parfois du côté républicain les word salads, ces salades de mots là, dans lesquelles on peine, elle dit tout et rien en même temps, ça lui arrive. Ben écoute, Maya Rudolph fait ça de façon brillante, elle aussi. Donc, tu as parfaitement raison. On a eu des Baldwin. Personne ne va oublier Baldwin qui imitait Donald Trump. Et il a fait un succès. Ça a été un malheur. Rappelle-toi de Sarah Palin avec Tina Fey. Je m'arrête, mais enfin, je pourrais continuer très longtemps. On a eu des coups extraordinaires. Je parlais de David Spade qui imitait George Bush. En fait, c'était Dana Carvey qui imitait George Bush. Voilà, et c'est Dana Carvey qui revient à la charge. Qui revient encore. Voilà. C'est ça. Écoute, rapidement, parle-moi de cette greffière d'un comté du Colorado. Wow, écoute, si on a le temps, j'aimerais qu'on fasse jouer l'extrait. On l'a sanctionné. Okay. Jean-Philippe, est-ce qu'on a l'extrait? OK, on écoute l'extrait. Allons-y. No, at the end of the day, you cared about the Jets, the podcast, and the people fawning over you. You abdicated your position as a servant to the Constitution, and you chose you over all else.
Yes, you are a charlatan, and you cannot help but lie as easy it is for you to breathe. You betrayed your oath for no one other than you. And this is what makes Miss Peters such a danger. Écoute, attends une minute, là. Il était-tu en train de parler de Donald Trump ou il était en train de parler de la greffière? Mais bref, pourquoi elle se retrouvait devant le juge? Cette femme-là, rapidement, c'est quelqu'un qui représente l'État. Elle est censée être impartiale, elle est censée effectuer son boulot. Et pendant l'élection, elle a tenté de jouer avec le système pour être capable de changer des votes. Et elle a reconnu être une partisane de Donald Trump. Elle a dit devant le tribunal ne rien regretter de ce qu'elle a fait. Et on a entendu clairement le juge dire, c'est un cas qui est évident pour moi, vous êtes une charlatan, vous avez fait passer vos besoins personnels, vous avez laissé tomber votre travail, vous n'avez pas respecté votre serment et vous mentez comme vous respirez. Et j'ai pas pu faire autrement de penser que c'est, comme condamnation, c'est très représentatif de ce qu'on reproche à Donald Trump. J'y reviens encore, j'en ai pas contre le fait qu'il soit républicain, c'est pas ça le jeu. C'est ce qu'il dit et ce qu'il fait ou ce qu'il encourage. Et c'est banaliser finalement le mensonge et la tricherie. Et elle vient d'être condamnée et j'étais content que la justice, dans ce cas-ci, se prononce et rapidement, sans concession. Donc, le juge est clair, il la sermonne, c'est un sacré savon qu'elle se fait passer et elle va être 9 ans derrière les barreaux pour avoir tenté... Oui, elle va. Donc, écoute, on a tenté littéralement de manipuler des votes pour faire gagner Donald Trump. Et c'est la greffière. Donc, habituellement, là, on s'en va au tribunal. On s'inquiétera pas, toi et moi, d'une greffière qui va bien effectuer son travail de manière impartiale et rendre des comptes. Mais dans ce cas-ci, elle avait accès aux machines. Oui. Mais Trump disait que c'était fait voler les élections. Alors que là, il y a quelqu'un qui veut voler les élections en faveur de Trump. Tu sais, la meilleure façon de vérifier ce dont Donald Trump est coupable et c'est qui le fait, c'est d'écouter ce qu'il reproche aux adversaires. Donc, il est un peu comme un enfant. S'il accuse quelqu'un de quelque chose, c'est lui qui le fait. C'est très facile à repérer. Luc, quand tu es dans un ascenseur puis ça pue, le premier qui dit c'est qui a pété, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait. Merci, Luc. Bon week-end. Je vais rejoindre Vincent Dessureau. Je l'ai en ligne, moi aussi. Bye. Salut, bye.